Bienvenue dans le premier épisode de notre série Labo Zoom. Je suis Simon Rigaudot, chef d'orchestre et directeur général du Labopéra d'Alsace. Tous les vendredis soirs jusqu'au 17 juillet prochain à 19 h, en direct sur l'application Google Meet et en présence des abonnés qui le souhaitent, je recevrai des duos d'artistes participant à notre aventure de la vie parisienne de Jacques Offenbach. Ensemble, nous discuterons pour les découvrir leur métier et leur rôle dans cette aventure. Nous publierons le lien pour vous connecter environ 10 minutes avant le début de chaque rencontre sur notre page Facebook et sur notre compte Instagram. D'ores et déjà, je vous rappelle que vous pouvez poser des questions dans les commentaires sous cette vidéo pour les prochains invités et nous y répondrons au fil de l'émission ou en fin de rencontre. N'hésitez pas. Ce premier numéro sera peut-être émaillé de petites surprises techniques. Nous vous prions par avance de bien vouloir nous en excuser. Je commence, pour ceux qui nous découvrent, il y en a sûrement, par vous rappeler ce qu'est le Labopéra d'Alsace. C'est une association composée de bénévoles investis qui propose un opéra coopératif par an. Le parti pris de cette organisation est d'impliquer, fédérer des jeunes d'établissements d'enseignement technique et professionnel de toute l'Alsace dans la conception et la réalisation de tout ce qui est nécessaire pour monter un spectacle d'opéra. Décors, coiffure, costumes, maquillage, accueil, communication, etc. Depuis 2018 et la Traviata de Verdi, 1350 jeunes lycéens et leurs enseignants ont participé à l'aventure. Après l'opéra de Verdi et la flûte enchantée, nos spectacles du printemps 2021, qui devaient avoir lieu au printemps 2020, sont consacrés à la vie parisienne, opéra fantaisie de Jacques Offenbach. Ce soir, je reçois deux jeunes hommes campant les rôles de Bobinet et Raoul de Gardefeu, personnages ordonnateurs du complot destiné à se moquer du balourd baron de Gondremarck et de sa supposée naïve femme, la baronne, en leur faisant croire qu'ils vont visiter le Paris qu'ils fantasmaient. Bonsoir Charlie et bonsoir Xavier. Bonsoir. Je suis ravi de vous recevoir pour ce premier rendez-vous Labo Zoom. On va commencer par vous présenter chacun avec un petit questionnaire. Commençons par toi Charlie, si tu le veux bien. Est-ce que tu peux nous donner ton nom et ton prénom? Mon nom Guillemin, mon prénom Charlie. Où es-tu né? Je suis né au Lilas, en Seine-Saint-Denis, à côté de Paris. 9-3 en force. Exactement. Quel est ton âge? J'ai 30 ans. Ton type de voix? Je suis ténor de caractère. Est-ce que tu veux bien expliquer à nos abonnés ce que c'est succinctement? Ténor de caractère, c'est une voix, une tessiture de ténor, mais qui est plus orientée sur les rôles plus théâtraux, plus dans le jeu d'acteur que dans la voix. Quel rôle tiens-tu dans la vie parisienne? Je joue Bobinet. Ok. Et un signe particulier en dehors de cette barbe bien visible? Et de mon crâne luisant. J'ai des tatouages. Voilà. Ça, c'est des signes particuliers. Bien. Merci Charlie. On voit aussi la moquette qui dépasse de la chemise. À toi Xavier. Ton nom, ton prénom? Xavier Flabat. Je suis né à Charleroi, en Belgique. 12 accents. 12 accents que j'essaye de masquer au maximum, surtout dans les rôles d'opérette avec beaucoup de textes, d'art lyrique. J'ai 37 ans et je suis ténor lyrique. Donc, alors, par rapport à ténor de caractère, c'est quoi ténor lyrique? Alors, c'est le ténor qu'on va retrouver entre le ténor léger, lyrique léger, et le ténor spinto et dramatique. Donc, c'est, on va dire, une partie un peu centrale dans les tessitures de ténor. Tu peux nous citer un rôle qui serait célèbre pour ce genre de voix? Alors, un rôle célèbre, chez Mozart, la flûte enchantée, le rôle de Tamino. D'accord.
Quel rôle chantes-tu dans notre vie parisienne? Je joue le rôle de Raoul de Gardefeu, qui est donc le complice de Bobinet. Et néanmoins ami. Et donc un signe particulier hors sujet capillaire? Et bien, à l'instar de mon camarade, je suis grand comme lui, puisque je fais 1,93 m. Très bien. Alors Xavier, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours de formation pour en arriver à chanter sur Raoul de Gardefeu en Alsace au printemps 2021? Alors, succinctement, j'ai fait sciences politiques, ce qui n'a rien à voir avec le chant. Et c'est seulement après que je me suis permis de prendre du temps un peu pour travailler le chant. J'ai fait un an au conservatoire de Lille, où je me suis fait mettre dehors en quelque sorte, parce que le système venait de passer en mode universitaire et que ça ne me convenait pas de reprendre des études universitaires après avoir fait Sciences Po. Donc, je suis passé en cours privé chez celle que je considère un peu comme ma maman de chant, qui, au bout de quelques années de chant, m'a dit maintenant, il est temps que tu ailles voir ailleurs, que tu ailles voir des ténors, que tu ailles voir d'autres types de professeurs qui t'apporteront ce que je n'ai pas su encore t'apporter. Et puis, ben voilà, de fil en aiguille et de formation en formation auprès de professeurs privés, ben voilà, j'en suis arrivé à chanter avec ma voix, mon timbre, tout ce qu'il faut pour Donc c'est arrivé assez tard finalement. Comment? C'est arrivé assez tard finalement. Oui. Ben déjà après Sciences Po, donc j'ai commencé le chant, j'avais 22 ans, 23 ans même. D'accord. Donc, un peu tardivement par rapport à tous mes petits camarades ténors qui sont en lutte contre moi dans toutes les auditions et qui, eux, ont fait le conservatoire et les académies précédentes, etc. Et c'est pas forcément comme un instrumentiste qui va commencer un instrument à 5 ans et en faire son métier, parce que la voix a besoin d'une certaine maturation physique. Charlie, est-ce que tu peux aussi nous parler un petit peu de ton parcours? Alors moi, j'ai chanté dans les chœurs d'enfants de l'Opéra de Paris quand j'étais enfant, à partir de 10 ans. Et ensuite, au moment de ma mue, j'ai pris beaucoup de cours de théâtre quand je pouvais plus chanter. Et ensuite, je me suis remis sur des prods amateurs et j'ai pris des cours de chant particuliers. J'ai pas fait de conservatoire. Enfin, j'ai fait peut-être un an, j'ai testé un conservatoire, mais ça ne m'allait pas. Et parallèlement, je me suis dit que j'avais envie d'avoir un métier, parce que je ne m'étais pas dit que chanter, ce serait un métier. Et donc, j'ai fait des études d'ingénieur du son et j'ai travaillé en tant qu'ingénieur du son pendant 6 ans. Et je continue parfois à faire des piges, comme on dit. Et au bout d'un certain moment, en tant qu'ingénieur du son, de toute façon, je continuais à chanter, je continuais à prendre des cours, je continuais à être sur des productions. Et puis, l'artistique a pris de plus en plus de place dans ma vie. Et du coup, j'ai tout jeté à la poubelle et je me suis dit, allez, je fonce là-dedans et je vais essayer de passer des auditions, de faire vraiment ce que j'ai envie de faire. Donc, je voulais passer des auditions en lyrique, en comédie musicale, en théâtre, tout ce qui est artistique et qui m'amuse et me plaît, je fonce dedans. Et voilà, maintenant, je suis artiste à temps plein. Et donc, chacun de vous est venu passer une audition en septembre en Alsace, en septembre 2019, pour l'un des rôles de la vie parisienne. Vous avez passé 10 minutes de calvaire face à notre metteuse en scène Claire Manjarès et votre serviteur chef d'orchestre. Et puis, vous avez su nous convaincre eh bien, que vous feriez un duo. Enfin, déjà que individuellement la chose était entendue et que vous formeriez un duo tout à fait adapté. Voilà pourquoi notre choix s'est porté sur vous. Alors, on sort d'une longue période de confinement. Petit à petit, les choses se desserrent, même s'il faut évidemment continuer d'être vigilant. Tout le monde va retourner à l'école, par exemple lundi prochain en France. Comment chacun avez-vous vécu ce confinement humainement et aussi en tant que chanteur? Et par exemple, y avait-il une journée type du Xavier ou du Charlie confiné?
Moi, alors, quand on est rentré en confinement, on était la tête complètement dans la vie parisienne parce qu'on était en répétition à ce moment-là. Et on était en répétition et tous les jours, on avait des nouvelles différentes. Donc, on a commencé à répéter avec orchestre et chœur et soliste. Ensuite, on pouvait plus. Donc, on a répété avec orchestre et soliste. Et puis après, on pouvait plus. Alors, on a juste répété les solistes. Et après, on nous a dit, rentrez chez vous. Il n'y a plus rien à voir avant d'être confiné en Alsace. Et moi, du coup, je suis allé me confiner à la campagne chez mon père. Et je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait du tout. J'avais beaucoup de travaillé avant, donc j'avais besoin aussi d'un temps de repos qui est assez rare, je trouve. Enfin, en tout cas, moi, dans ma vie professionnelle, j'ai beaucoup de mal à accepter de me poser, de rien faire et de pas chanter et de calmer un peu tout. Donc là, c'était un peu le moment propice pour ça. Donc j'ai très peu travaillé ma voix. J'ai travaillé mes partitions, mais à la table, pas en chantant. Et voilà, c'était faire la cuisine, se lever à midi et faire du ping-pong, tout ça, quoi. Se ressourcer. Et pour toi, Xavier? Écoute, au niveau de la vie parisienne, tout comme Charlie, hein, quand je suis rentré suite à la mesure de confinement qui avait été annoncée, j'ai pris mes précautions dans un premier temps parce que je m'étais doublement confiné par rapport à mon fils, que je ne désirais pas être vecteur de ce fameux Covid envers mes beaux-parents qui sont nos voisins en fait, donc qui les voient quotidiennement. Donc j'ai pris le temps pendant 15 jours de rester surtout très isolé et donc de ne pas faire grand-chose non plus, ni vocalement, ni quoi que ce soit. Et puis après ça est revenu le temps de au moins la redécouverte de mon environnement et de ma vie de famille, de ma vie de papa aussi, puisque c'est vrai que je suis pas souvent à la maison en temps normal, donc là ça m'a permis de passer un peu de temps avec eux tous, de faire les travaux qu'il y avait à faire dans la maison, dans le jardin aussi, beaucoup, ça m'a occupé. Et puis dès que le déconfinement a été doucement annoncé dans un premier temps et on a pu commencer à revoir quelques personnes, mais une des personnes qui a été directement favorisée, c'était ma pianiste qui habite pas très loin de chez moi et avec qui je travaille mes rôles. Et j'en ai profité pour travailler sur toutes des auditions qui avaient été postposées, puisque tout n'a pas été annulé, heureusement. Il y a eu quelques auditions qui sont reportées. D'ailleurs, j'ai reçu hier la nouvelle comme quoi une d'elles était reportée au 29 août. Donc voilà, j'ai 2 rôles en préparation pour cette audition-là en particulier. Et puis j'ai eu de très jolis projets aussi qui sont arrivés pendant cette période, un peu de nulle part, comme ça, de mails que je recevais de gens qui avaient besoin d'enregistrement sur des compositeurs modernes, des partitions ténor. Et du coup, je découvre tout ça, je travaille là-dessus. Et puis voilà, on essaie de rentabiliser et de prendre profit de ce temps qui nous est imparti pour mieux rebondir après, parce qu'il faudra le faire. Donc, beaucoup de travail. Et c'est vrai que souvent, les gens n'imaginent pas quel est le travail en dehors de scène, que ce soit pour un chanteur ou pour un musicien d'ailleurs, puisqu'il est évident que le chanteur n'est pas chanteur qu'au moment où il pose un pied sur scène, mais que tout comme un sportif, puisqu'à beaucoup d'égards, le métier de chanteur et le métier de musicien est un sport de haut niveau, eh bien, on doit avoir une hygiène de vie, on doit avoir du temps de travail pour justement donner le meilleur sur scène. Alors, par exemple, les gens n'ont pas conscience de la pression qu'on peut avoir quand on monte sur scène et la gestion du stress. Est-ce que, alors il y a des superstitions sur les scènes, comme il faut pas porter du verre, par exemple, il faut pas parler de cordes, un peu des superstitions qui se rapprochent d'ailleurs du monde de la marine. Est-ce que l'un et l'autre vous êtes superstitieux et du coup est-ce que vous avez des petites manies ou des gris-gris, un caleçon ou une paire de chaussettes dont vous ne vous sépareriez jamais avant de monter sur scène? Non, il n'y a pas de gris-gris particulier. La seule chose que je fais avant de monter sur scène, c'est de repenser à l'enseignement de certains de mes professeurs, les petites punchlines qui sont les plus efficaces. Il y en a une notamment de Thierry, je pense à lui, qui est clair, jeune et sur le timbre. Et j'essaie de me remémorer ça quand je rentrais sur scène, d'être clair, jeune et sur le timbre. Une sorte de mantra. Et juste pour rebondir sur ce que tu disais sur les sportifs, c'est vrai, et on montre un produit fini finalement aux spectateurs.
Et il est évident que quand les gens regardent la Coupe du Monde de football, ils ne sont pas là à tous les matchs d'entraînement pendant 15 ans du gamin qui a 4 ans et qui découvre le sport, jusqu'à ses 22 ans quand il devient meilleur buteur de la Coupe du Monde. Donc c'est sûr qu'il y a tout un travail et un processus qui est très très long et que forcément les gens ne voient pas et qu'ils ne doivent pas voir d'ailleurs, puisque ce qui les intéresse, c'est le produit fini qu'on présente. Absolument. Et pour toi, Charlie? Pour les gris-gris, non, j'ai pas de gris-gris. Je suis assez peu stressé en fait avant de rentrer sur scène. J'ai plutôt le rose que tu mets pourtant là, non? Comment? Le petit string rose que tu portes aux répétitions, du coup, c'est pas un gris-gris? Non, ça c'est pour pour me préparer pour la fin de la soirée. On n'avait dit pas les attaques privées, hein. Non, mais pas de gris-gris. J'ai pas l'impression d'être stressé parce que vu que j'étais dans les camps d'enfants quand j'étais petit, j'étais à l'opéra depuis mes 10 ans sur scène assez souvent. Donc en fait, j'ai vraiment beaucoup l'expérience de ça depuis que je suis enfant, donc j'ai moins de stress. Après, j'ai toujours cette volonté de me mettre sur scène avant que le rideau ouvre et de faire un peu de respiration allongée par terre. Et pour revenir encore une fois sur ce que tu disais sur le sportif, le travail du chanteur, c'est pas toujours que de travailler sa voix. Par exemple, là sur une prod, en fonction des mises en scène, on doit travailler des trucs. Et là sur une prod, j'ai 3 mois pour apprendre à danser et à chanter avec un corset et des talons. Donc c'est un truc que je vais travailler pendant 3 mois en dehors de mes heures de travail de chant. Donc en effet, il y a un gros côté sportif et ça dépend beaucoup de la mise en scène. Parfois, on nous demande des trucs un peu absurdes. Donc c'est super intéressant. Ça donne envie de venir voir ça. Alors, quelque chose aussi qui est un peu nébuleux pour les gens, puisque chanter ensemble entre chanteurs est assez visible pour les gens quand il y a un chef devant qui est censé mettre tout ça un peu d'équerre. Mais est-ce que, comme on disait, par exemple, vous parliez de foot tout à l'heure, pour la Coupe du Monde 98, que dans l'équipe de France qui a gagné cette Coupe du Monde, ils n'étaient pas forcément tous amis. Est-ce qu'il y a besoin d'être amis pour faire un bon spectacle? Est-ce qu'il y a besoin d'une entente? Est-ce qu'on peut chanter avec quelqu'un avec lequel on ne s'entend pas? Ou est-ce que nécessairement il y aura peut-être, alors j'essaie de ne pas mettre la réponse dans la question, mais un supplément d'âme parce qu'on s'entend bien? C'est un peu compliqué comme question, je trouve, mais parce qu'on va forcément se retrouver à des moments donnés à chanter avec des gens avec qui on n'a pas d'atome crochu, avec qui c'est plus compliqué, ça arrive. Après, vu qu'on a tous la même passion, on arrive à se retrouver, et c'est d'autant plus agréable quand on travaille avec des gens avec qui le courant passe très bien. Mais ça arrive également voilà, que le courant ne passe pas et qu'on soit quand même forcé de chanter ensemble. Mais à partir du moment où on est ensemble sur scène, de toute façon, on joue un rôle. Donc, notre envie d'être avec l'autre n'a pas lieu d'être en fait sur scène. On est vraiment un acteur et quoi qu'il arrive, on doit jouer, quoi. Xavier? Oui, j'ai une expérience personnel que je vais pas raconter ici, mais qui m'a déjà prouvé dans ma vie qu'on peut très bien jouer avec quelqu'un avec qui on ne s'entend pas du tout, et même simuler une très grande scène d'amour et de parfaite entente, alors que c'était pas du tout le cas. Mais pour répondre exactement à ta question concernant ce plus que va apporter la convivialité entre nous, c'est évident que on a plus envie de s'amuser nous à partir du moment où on s'amuse vraiment avec la personne que quand on doit jouer le fait de s'amuser avec elle. Donc ça va créer quelque chose qui va développer, qui va donner plus d'ampleur à notre jeu, ça c'est évident. Et en fait, là où est le travail qu'on doit faire sur nous-mêmes en tant qu'acteurs, c'est justement de retrouver cette énergie qu'on a avec les gens qu'on aime bien, même avec les gens qu'on n'a pas. C'est là que le travail est plus facile quand on est avec des gens qu'on aime bien. Et d'ailleurs, c'est une des particularités sans doute du Lab Opéra. C'est une des troupes, je vais dire, où j'ai pris le plus de plaisir à rencontrer mes partenaires, les gens avec qui on était, mais aussi en dehors. Ouais, mais c'est vrai, mais même en dehors, parce que on a passé des très très bons moments, on avait une véritable convivialité. Alors globalement, ça se passe souvent très bien, mais c'est vrai qu'au Lab Opéra, ça s'est passé super bien. On était vraiment une chouette équipe. On a hâte de se retrouver. Et donc, si on embraye rapidement justement sur les particularités du Lab Opéra,
Qu'est-ce que vous avez vu, si vous deviez en citer 2 ou 3, qui vous ont peut-être surprise, touché dans notre aventure? Charles, C'était ton tour, je crois. La particularité principale du Lab Opéra, c'est clairement cette implication de tous ces jeunes des différents collèges et lycées partenaires du Lab Opéra, qui les amènent, eux, dans une aventure, une expérience professionnelle totalement hors du commun par rapport à ce qu'ils ont l'habitude de faire et par rapport à l'habitude de leur travail au quotidien avec leurs professeurs, pour s'intégrer dans un projet qui les emmène au-delà de ce qu'ils ont l'habitude de voir ou de percevoir des choses. Donc, on se retrouve avec des gars qui normalement font de l'ébénisterie et du travail sur des meubles en particulier, mais qui là deviennent tout d'un coup des éléments de décor. On a des jeunes filles qui apprennent l'assistanat en coiffure et en maquillage et qui se retrouvent tout d'un coup en plein milieu d'un maquillage de scène qui n'a évidemment rien à voir avec un maquillage de ville, ou des coiffures totalement excentriques de scène. Et donc, il y a la créativité, parce que c'est eux aussi qui proposent justement tous ces premiers jets qui sont évidemment validés par notre metteur en scène après, mais il y a tout un travail pour eux qui est totalement nouveau. Et puis, ils découvrent ça et c'est un contact vraiment valorisant et pour eux et pour nous, parce qu'on leur fait découvrir notre métier aussi. Donc, il y a vraiment un échange très particulier qu'on n'a pas dans une maison classique. Oui, et puis la plupart des jeunes avec qui on a travaillé du coup sur le Lab Opéra, on a l'impression que c'est vraiment donnant-donnant parce que je pense que la plupart des jeunes n'ont pas vu d'opéra, ne sont jamais allés à l'opéra. En général, quand tu leur dis soprano, ils te répondent rap. Ouais. Non, mais voilà, du coup, c'est super intéressant parce que ça leur amène aussi une découverte d'un style qu'ils n'ont pas forcément l'habitude d'entendre et qu'ils n'ont pas forcément les moyens d'aller voir. Voilà, donc, et puis, côté professionnel, ils se retrouvent par rapport à quand on fait ses études où on travaille sur des trucs super théoriques, où il n'y a pas de produit fini. Là, ils travaillent vraiment dans le concret. Ils construisent un décor, ils construisent des costumes et ils les voient porter. Ils voient à quoi ça sert professionnellement de faire ce travail, quoi. Donc c'est super intéressant et puis c'est génial de discuter avec eux parce qu'on a tous des choses à apprendre et c'est plutôt réciproque, donc c'est cool. C'est très valorisant pour eux et d'ailleurs les profs nous disent qu'en général ils apprennent mieux avec le Lab Opéra, en tout cas avec des projets concrets. Et puis petite anecdote, petit moment, je raconte ma vie. En sortant du confinement, j'ai évidemment, comme beaucoup de gens, sauf Charlie, cherché à obtenir très vite un rendez-vous chez le coiffeur. Et il se trouve que je suis tombé sur un jeune qui avait coiffé un chanteur pendant la Traviata. Alors avec le masque, c'était difficile de se reconnaître. Maintenant, vu tous les jeunes que j'ai vus, je suis pas sûr que je l'aurais reconnu non plus, mais lui m'a reconnu et du coup, effectivement, ça m'a fait, s'il en était encore besoin, encore plus comprendre que ce projet-là est bon pour ces sections et leur donne du concret et leur donne une visibilité sur l'après. Alors, on va faire un petit jeu. Pour vous connaître un petit peu différemment, on va passer à un questionnaire en forme de portrait chinois. Pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit d'en savoir un peu plus sur vous, mais par le biais d'un questionnaire du genre si tu étais tel type de chose, laquelle serais-tu? Un peu comme le questionnaire de Proust. Je vous laisse répondre à tour de rôle. Peut-être on définit l'ordre, puisque c'est moi le chef d'orchestre. Première réponse à Xavier et deuxième réponse à Charlie. C'est parti? Non. Alors, si vous étiez à un moment de la journée. Le petit matin. Le grand soir. Sans aucune connotation politique. Si vous étiez une pièce de la maison. Le bureau. La chambre. Si vous étiez un objet du quotidien. Ma voiture, malgré le coup que Charlie a fait. J'ai failli dire la voiture de Xavier, mais non, je dirais mes lunettes. Si vous étiez un jeu vidéo.
World of Warcraft. J'ai beaucoup joué pendant des années à ça. Et ben moi, je vais dire Tetris. J'avais pensé à Pong avant, mais Tetris, j'adore Tetris. Un livre. Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand. Le loup des steppes de Hermanès. Une odeur. L'odeur de la pluie dans la forêt, dans un sous-bois. C'est poétique. Et ben l'odeur de la flamencuche, parce qu'elle me rappelle les bons moments qu'on a passés en Alsace. Un sport. Un sport. J'hésite entre l'escalade et le squash. Je vais dire l'escalade. Je vais dire le ping-pong parce que j'en ai beaucoup fait pendant le confinement. Et un hashtag. Hashtag l'opérette, c'est bien aussi. Hashtag second degré. Et pour finir, si vous étiez une émotion. La passion. La mélancolie. On finit sur une touche poétique. Les spectacles de la vie parisienne ont été reportés pour cause de confinement. Qu'est-ce que vous pourriez dire aux gens qui nous retrouveront en regardant cette vidéo pour les convaincre d'acheter leur place pour le printemps prochain? Ils ont besoin Pardon. Vous avez tous les deux envie. Allez, vas-y, Charlie. Tu m'as coupé sur le bon mot, donc. Il faut vraiment venir le voir parce qu'on a déjà beaucoup travaillé et qu'on a envie de retourner sur scène. Et du coup, il faut venir nous voir parce qu'il y a une alchimie incroyable entre nous tous, que ce soit entre les chanteurs, avec toi, Simon, avec Claire, avec le chœur, avec l'orchestre. Il y a vraiment un truc qui s'est passé pendant les répétitions et je pense qu'on va vraiment le sentir pendant le spectacle. Et puis pour soutenir le projet qui est un projet super intéressant et qui est vraiment qu'il faut que ce projet continue parce que ce serait vraiment dommage pour l'Alsace que ce projet ne soit plus là. Dur de faire mieux après ça, mais. C'est bien rester sans voix. Ouais, j'allais dire non, mais qu'ils ont besoin de la culture comme nous on a besoin d'eux. Donc le Covid nous a privés de cette culture de façon vivante. Et c'est ce qu'on voyait un peu partout, c'est que finalement les gens, pour passer ce confinement, ils se sont quand même rabattus sur la culture qui leur était accessible, c'est-à-dire tout ce qui a été mis sur Internet, les films, la musique, les livres. Et maintenant, avec ce déconfinement qui s'est annoncé, et on espère qu'il tiendra et qu'il n'y aura pas de seconde vague, une troisième, etc., et que tout va se réouvrir normalement, les salles sont de nouveau là, elles sont de nouveau prêtes à accueillir les gens, et ces gens doivent revenir parce que c'est la culture de demain. Si on arrête tout à partir de maintenant, il n'y aura plus que ce qui a été fait jusqu'à présent, et donc ce serait dommage, ce serait une perte pour l'humanité, je pense. Donc, venez voir cette vie parisienne d'anthologie. Alors, au fur et à mesure, j'ai regardé les questions qui avaient été posées. Effectivement, que ce soit Gilles, que ce soit Isabelle, on a répondu à ces questions. Merci Charlie, merci Xavier d'avoir passé ce moment avec nous. On vous souhaite et on souhaite à tous les artistes dont je fais partie finalement, de pouvoir réellement nous déconfiner artistiquement dès que possible. Et d'ailleurs, est-ce que vous avez déjà des dates à communiquer aux abonnés qui voudront avoir le plaisir de vous entendre chanter? Xavier, c'est ton tour. Écoute, pendant ce confinement, oui, j'ai eu une proposition pour faire un valse de Vienne avec une troupe dijonnaise. Donc, ce sera tous les dimanches de janvier 2021. Et pour moi, je chante j'espère que ça va se faire, dans Crésus de Kaiser à l'Athénée Louis Jouvet, et après en tournée fin septembre, début octobre. Le théâtre de l'Athénée à Paris. Hein. Le théâtre de l'Athénée Louis Jouvet à Paris. D'accord. Quant à nous, eh bien, on se retrouve dès la semaine prochaine, vendredi à 19h, toujours en direct sur cette nouvelle plateforme, malgré le nom de l'émission, cette plateforme Google Meet.
avec un nouveau duo de protagonistes de notre aventure La vie parisienne. Après 2 hommes, eh bien, nous aurons 2 femmes, car nous serons avec Marion Jacquemet, qui chante Metella, et Chloé Amoureux, qui interprète le rôle de Pauline dans notre spectacle. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour ceux de vos amis eh bien, qui ne nous connaissent pas encore. Et puis, merci pour votre soutien. Et n'oubliez pas, vous pouvez acheter vos billets pour les spectacles qui auront lieu à Colmar et Sausheim au printemps 2021. Vous trouverez le lien de la billetterie sous cette vidéo. Bonne soirée et bonne semaine.